OK, c'est en cours. Parfait. Donc, j'ai pas renommé mes slides. Je m'excuse. Originalement, j'avais bâti ma présentation en anglais. Puis, donc, je vais essayer de pas trop apporter d'anglicisme, là, puis pas trop emporter mon acadien aussi là, au groupe. Essayer de garder ça autant français que possible. Euh, c'est de A à Z Attack Proxy, l'outil Zap là, de OWASP. Maintenant, ça, c'est pour ma section Où am I? Dans le fond, moi, mon nom, c'est Tony Roy. Mon surnom aussi, c'est Psycho Slave, là, ou pour court, là, Psycho. J'ai une partie de ma vie, là, j'étais développeur en software, euh, développer des logiciels. J'ai travaillé aussi là, pour des grandes compagnies de télécom pendant près de 10 ans. Là. Puis récemment, j'ai développé une particularité ou un intérêt, si on veut, là, pour la cybersécurité. Mais je n'étais pas nécessairement nouveau dans le domaine. Dans le passé, là, je passais mon temps. Là, j'ai été né là, longtemps passé, donc dans mon temps, moi, il n'y avait pas de Facebook puis de Twitter. On était sur IRC principalement. Sinon, c'est ça, on faisait toutes sortes d'attaques, si on veut, où on apprenait un peu les eaux dans notre temps, mais j'ai abandonné le sujet un peu parce que finalement, je voulais pas m'embarquer là, pour faire de la prison. Il n'y avait pas toutes les ressources qu'il y a aujourd'hui là, pour apprendre. Donc récemment, au mois d'août, là, j'ai eu mon EGPT. Dernièrement, j'ai commencé à travailler là, sur mon BSCP, pour, dans le fond, là, certifié avec Burp Sweep. Puis, c'est un peu ironique là, le fait que je présente ZEP aujourd'hui. Je me prépare aussi là, pour la fin décembre, le AZ 900. Mais prochainement, là, disons janvier, là, espérons là, pour le PNTP. Après ça, là, j'ai le ECPPT, puis le OSCP. Je m'attends probablement de passer par le Security Plus aussi. Là. J'ai eu du matériel dernièrement pour pas cher. Donc, ouais, ben ça, c'est la fin. Non, dans le fond, je vais pas vous mettre ça plate là, avec des slides. On va faire un peu plus de hands-on ici. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui est Zap? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un projet open source qui est gratuit, qui permet de faire de l'application, du testing d'application, là, puis de la sécurité, là, surtout là, si on veut, scanner les applications web. Ça a été étant les développeurs ont fait ça pour les professionnels de la sécurité, autant que les débutants. Là. Puis, dans le fond, ils nous donnent un proxy, qu'est-ce qu'ils appellent un intercepting proxy, là, c'est que Zap se trouve entre votre navigateur puis le site que vous visitez. Donc, les requêtes doivent passer au travers. Euh, Puis, à ce moment-là, ça vous donne là, aussi différents, excusez le terme anglais, là, mais un range, différentes panoplies d'options, là, si on veut, au niveau de la sécurité, pour de l'automation, pour faire des scans, ou on a des web crawlers. Euh, on a différentes choses aussi. Là, je vais vous montrer un peu. Là. Zap est maintenu par une équipe là, internationale de volontaires. C'est vraiment puissant. Là. Ils sont vraiment responsables. Ils vont répondre quand même assez rapidement si vous avez des requêtes ou des demandes. Euh, le projet, le leader du projet, c'est Simon Bennett. Puis, pour ceux qui ne savent pas aussi, là, Zap, c'est un
des projets plus actifs de OWASP. Puis aussi, là, apparemment, l'outil le favori du monde là, pour faire de la sécurité web. En tout cas, c'est ça que le site de Zap nous dit. Je ne vois pas débattre ça. Je suis d'accord avec ça. Puis, sinon, là, Zap aussi, c'est un des. Maintenant, cette section aussi, je vais l'oublier. C'est un peu une présentation sur OWASP. Puis je pense que vous autres, vous êtes un peu plus familiers avec ça. Le développeur a voulu nous présenter avec une application, là, les buts un peu de l'application, là, c'était une application qui était facile à utiliser, facile à installer. Le but aussi était d'avoir une application qu'on pouvait installer sur différentes plateformes. On parle de Windows, Macintosh, Linux. Puis, c'est international. Donc, ça a été traduit en un peu plus d'une douzaine de langues, là, puis ils continuent à rajouter des traductions là, activement. Donc, la documentation est disponible en ligne sur l'Internet, puis de façon gratuite, là, puis en différentes langues, mais en anglais, c'est probablement la façon la plus complète ou la plus adapte que vous allez avoir l'information. Dans les autres langues, ça peut être un peu là, le contenu n'est pas nécessairement à jour dans les autres langues. Puis, l'application a été bâtie en Java. Ça run localement sur votre machine. Puis, vous devez faire un peu de changement au niveau de la configuration là, pour l'avoir qui fonctionne, mais c'est pas trop compliqué. Là, je vais vous montrer quand même c'est quoi ce qu'on peut faire pour la faire marcher. Maintenant, là, il y a un navigateur qui est bâti dans le Zap. Moi, je le use moins, puis la raison est que on dirait qu'il fait un peu d'amnésie, là. Il ne va pas se souvenir si vous ajoutez des add-ons. Puis moi, je ne sais pas si vous voyez mon écran présentement, mais j'ai quelques add-ons là, que j'aime bien utiliser. Là. Wapalizer, ça me dit un peu dans quoi est-ce que le site a été fait. J'ai cet outil ici, je ne m'en souviens plus de son nom. Là. C'est User Agent. Je peux vérifier dans mes settings, là, dans mes add-ons, c'est User Agent Switcher and Manager. Dans le fond, là, ça me permet, là, si j'ai des payloads des fois à faire en PHP, là, je peux faire ça directement ici, là, ou remettre là, par défaut, c'est quoi ce que je veux. Donc, ça me permet de changer mon user agent quand même assez facilement. Puis, j'ai Foxy Proxy qui me permet là, de switcher là, facilement, là, de changer facilement en Zap et Burp. Ou pas de proxy du tout. Maintenant, parce que j'utilise Zap en dehors de la boîte, de la sandbox qu'ils nous ont donné, on doit installer des certificats. Maintenant, les certificats sont quand même faciles à installer une fois qu'on a Zap une fois qu'on démarre Zap. Là. Oh. C'est mon Zap démarre. Donc, ça, c'est la première fenêtre qu'on a. Ça télécharge. Puis la prochaine fenêtre qui vient juste après ça, ça nous demande là, pour la session. Dans le fond, c'est un peu l'option, ceux-là qui sont familiers avec l'autre, avec Burp. Là. C'est dans le Community Edition, c'est un peu là, les options qui vous ont présentées au début, là, puis on n'a pas accès à. Dans le fond, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est que ça nous permet de, si on sauve une session, de revenir plus tard, là, puis d'avoir toutes les requêtes qu'on a faites. Fait que si des fois, on n'a pas le temps de finir un engagement tout de suite, on peut faire une heure, une journée, une heure, une autre journée, puis tout le temps garder la même session, puis avoir différents engagements sur différentes sessions, dans le fond. C'est bien, c'est le fun. Puis, sur les autres outils, dans le fond, on doit payer pour avoir ce
cette fonction-là, si on veut. Puis, moi, pour tout de suite, je ne vais pas sauver la session parce que ça va être quand même assez court comme session. Là, on s'entend, c'est à peu près 1 heure. Puis, on va aller au travers de toutes les fonctions qu'il y a là, pour Zap. Puis, je vais revenir, là, je parlais de l'installation du certificat, là, mais je vais revenir. Dans le fond, je veux juste savoir, je veux juste vous montrer cet écran-là pendant ce qu'on est là. Puis, le développeur, qu'est-ce qu'il nous recommande aussi, là, c'est qu'on est tenté de dire non à première vue parce que c'est ça qui est déjà sélecté. On clique non, on va à Start, puis là, ça fait 1 heure qu'on teste, là, on veut sauver toutes nos requêtes. La façon que Zap est faite, c'est un database qui est fait HSQL. Puis, à cause de ça, là, c'est que ça prend plus de temps à sauver là, une fois qu'on veut tout faire l'information, tout sauvegarder en même temps, que faire toutes les sauvegardes là, progressivement, si on veut, à mesure qu'on fait les tests. Donc, c'est recommandé de sauver de faire la sauvegarde à ce point-ci si jamais on pense qu'on a besoin là, de l'information qu'on va avoir. Moi, dans mon cas, c'est pas le cas, donc je vais juste pas sauver la session. Puis, pour le certificat, une fois que Zap il fonctionne, on va juste simplement là, on va dans notre navigateur. Je vais mettre pour passer au travers de Zap. Puis, je vais marquer l'adresse juste Zap. Puis, ouais, comme d'habitude, Google va se mettre dans nos jambes. Puis, on vient à cette page ici. Donc, à cette page ici, on peut downloader le certificat. Je ne vais pas nécessairement vous montrer comment installer le certificat parce que c'est différent de Windows à Linux, puis tout dépendant là, du navigateur que vous utilisez. Normalement, vous cliquez ici, ça vous demande de télécharger le certificat. Ou le bouton de download, là, plutôt. Ça vous permet de downloader le certificat. Puis vous allez dans les options de votre navigateur pour les installer ou les importer à partir de là. Maintenant, moi, j'ai déjà ça de fait. Donc, quand on télécharge ou la première fois qu'on vient là, l'interface de Zap, on a cette fenêtre-ci qui est un peu divisée en trois. Ce côté-ci, c'est un peu l'interface arbre, si qu'on veut. Là, c'est toutes Là, j'ai navigué un peu, là, j'aurais peut-être pas dû, je vais juste redémarrer peut-être ma session. Mais dans le fond, c'est toutes les pages qu'on va aller là, puis qu'on va visiter ici. Puis, de l'autre côté, ça, c'est un peu où ce que l'action se passe. C'est là où ce que, si on fait des interceptions de requêtes ou si on veut voir les requêtes qu'on a fait, c'est là que ça va se passer. Les requêtes et les réponses, là, c'est dans cette section ici. Maintenant, dans le bas, là, on a un peu comme une barre statut, si on veut. Là. Il y a l'historique qui vient ici à chaque fois qu'on va aller visiter là, notre site, là, quand on vient et on visite les pages. On va les voir ici dans le bas. Puis après ça, si on double-clique, on peut simplement voir la demande qu'on a fait, la réponse. Ce qui est pas pire aussi, c'est que si on double-clique sur le tab, ça va maximiser. Puis pour revenir de nouveau, on fait juste double-cliquer, puis ça va revenir comme c'était. Donc, c'est pratique des fois, là, quand on a besoin de voir, puis on travaille sur un petit écran de laptop ou quelque chose, on peut maximiser. Là. Puis, sinon, là, on peut voir aussi l'interface au travers de 3 différentes interfaces. Nous autres, qu'est-ce qu'on est en train de voir présentement? C'est plus l'interface desktop. On a aussi l'API là, qui est accessible au travers du navigateur, comme qu'on était là, tantôt, là, au travers de la barre d'adresse ZAP, dans le fond. Puis, à partir de là,
on a accès à différentes choses. Dans le fond, quand on y va à partir du navigateur, c'est que ça nous donne accès un peu à voir c'est quoi les fonctions dans dans les PI. Maintenant, je ne vais pas rentrer en détail là, sur les PI comme tels. Je vais y revenir brièvement tantôt, juste pour expliquer un peu là, c'est quoi les fonctions qu'on a sur les PI. Il y a aussi On a aussi l'option là, pour voir le ZAP directement au travers du navigateur, là, au travers de. J'ai sûrement. Je pense que mon HUD n'était pas ouvert. Là. Parfait. Donc, au travers du HUD, directement au travers là, du navigateur, on a accès à ZAP. Ouais, pour une raison ou pour une autre. Ah, OK. Ouais, pour une raison ou pour une autre, mon HUD, il ne veut pas jouer comme il faut. Là. Ça, c'est bizarre. Je ne sais pas s'il n'y a pas des. J'ai pas l'air à bloquer rien. Hein. C'est bizarre. Normalement, là, c'est ça, j'arrête toutes les icônes, un peu toutes les options qu'il y a disponibles dans Zap sur ce côté-ci. Même quand que je clique là, pour une raison ou pour une autre, il va falloir que je réinstalle mon Zap pour, euh, pour voir le HUD. C'est sûr que ma présentation n'est pas uniquement basée sur le HUD. Là. J'aurais aimé vous le présenter. C'est sûr que c'est bien utile. Là. Dans le fond, ça nous donne les outils ici. Là, un peu les mêmes choses qu'on a directement dans le Zap là, avec le scanner, le spider. On peut voir l'historique. On peut lancer des attaques, si on veut, là, directement à partir du navigateur. Donc, bien pratique. Pour une raison ou pour une autre, là, ça ne fonctionne pas dans mon navigateur. Il va falloir que j'investigue ça. Je ne vais pas vous le cacher. Là, je suis un utilisateur de Zap, mais dans les derniers mois, j'ai pratiqué pas mal là, pour mon BSCP. Donc, j'ai utilisé un peu le compétiteur. Donc, je sais pas, je sais pas vraiment c'est quoi ce qui se passe avec mon HUD, je vais vous avouer. Je regarde là si je trouverais pas une réponse là, sur le site. Là. On Ouais, mais reviendra plus tard si. je pense que j'ai désactivé quelque chose à un moment donné là, parce que il y avait ça faisait une interférence avec ce que je faisais. Mais je me souviens pas exactement c'est quoi j'ai fait. Ça fait quand même un bon mois là, OK. de De ça. Donc, j'ai l'air un peu niaiseux, mais toute façon, c'est il la y a beauté. encore beaucoup à couvrir, là, fait qu'il y a vraiment pas de problème. Ouais, puis comme je disais, c'était pas. J'avais juste un peu présenté l'interface du HUD, mais malheureusement, on ne le voit pas sur mon navigateur. Là. Normalement, c'est ça. C'est juste des boutons qu'il y a ici, juste en dessous, comme le plus, mais juste en dessous aussi. Puis de l'autre côté. On a aussi là, l'interface directement par ligne de commande. On peut lancer Zap là, directement par ligne de commande. Je ne vais pas le couvrir, là, mais ça, c'est surtout si vous faites de l'automation, vous utilisez là, Zap en mode headless, c'est utile. Vous n'avez pas besoin de toute l'interface là, de charger ça en mémoire si vous voulez. Vous pouvez aussi le charger, là, mais vous pouvez l'avoir sans l'interface complètement. Donc, il y a différentes commandes, là, comme euh, si vous le démarrez avec le flag Daemon, dans le fond, là, ça start Daemon, ça start Zap ça démarre Zap sans cette interface graphique, là, si on veut, juste en ligne de commande. Puis, la façon qu'on interagit avec, c'est à travers de l'API. Maintenant, l'API, là, c'est un REST API. Il est disponible en JSON, en HTML ou en XML.
c'est par défaut, là, c'est la seule machine qui est capable d'accéder Zap, vraiment, c'est la machine que Zap run dessus. Mais par contre, là, vous êtes capable d'aller changer là, dans les options ici. On est capable d'aller changer. Si on va directement dans l'API, on peut changer sur quoi est-ce qu'on veut écouter, si on veut. Là, si on voudrait mettre une adresse là, 192, 178 ou un 10.10, whatever, là, on pourrait mettre qu'est-ce qu'on voudrait ici. Mais puis, moi, de mon côté, j'ai mon Zap qui écoute sur le port 80-81. Puis, la raison est, c'est que je peux avoir là, Zap et Burp qui runnent en parallèle. Puis, je peux switcher ou même les runner un arrière de l'autre là, en même temps s'ils ne font pas interférence. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est un peu comme ça, je le run de mode présentement. Maintenant, je vous ai déjà montré au niveau des certificats comment l'installer. Puis, je vais aller au niveau des contextes. Les contextes, c'est un peu, si vous êtes familier avec Burp, c'est un peu les scopes. Donc, dans le fond, là, si on va mettre notre application Juice Shop, on veut la mettre en contexte, on peut soit créer un nouveau contexte ou si jamais, dans notre cas, on n'a pas créé de contexte encore, on va juste l'inclure dans notre contexte défaut. Ça nous emporte là, un regex dans le fond, puis on peut modifier un peu là, c'est quoi ce qu'on veut au niveau du site. Puis moi, qu'est-ce que ça nous présente, là, c'est adéquat pour moi. Donc, si je clique là-dessus, on voit l'icône ici, il vient un petit bullseye, là, si on veut, là, sur l'icône du dossier de ma Juicebox. Ça veut dire que notre site est en contexte, si on veut. Maintenant, la prochaine chose que je veux vous parler, c'est ici, il y a des modes. Les modes, il y a différents modes. Normalement, quand vous installez, il vient avec le mode standard. Le mode standard, il vous permet de faire à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Dans le fond, Zap, il ne va pas vous empêcher de faire de quoi que vous ne devrez pas faire. Dans le fond, il vous laisse faire n'importe quoi. Le mode que moi, je recommanderais d'avoir, c'est probablement soit le Safe Mode ou le Protected Mode. Le Safe Mode, lui, il va te prévenir de faire... Safe Mode, c'est pas nécessairement utile si vous allez attaquer un site. Là. Je ne devrais pas dire que je recommande le mode. Là. Je m'excuse, là, je vais reprendre mes mots. Le safe mode, dans le fond, là, lui, il va vous prévenir de faire n'importe quelle attaque. Là. Aucune attaque du tout. Il désactive les attaques. Le protected mode, c'est vraiment le mode que je trouve qui est le plus, pas effectif, mais c'est le mode qui va être le meilleur des deux mondes, si on veut. Il va vous permettre de faire les attaques, mais seulement contre les sites qui sont en contexte. N'importe quoi, ce qui n'est pas en contexte, vous n'allez pas pouvoir les attaquer. Donc, à ce moment-là, ça prévient là, de faire des choses là, sans savoir. Là, quand on fait un scan, des fois, il peut y avoir comme gars, ici, on a Cloudflare, puis on a des Google API. On ne voudrait pas attaquer Cloudflare ou Google, par exemple, avec nos attaques parce que ça ne serait pas nécessairement dans le contexte ou dans le scope là, de l'engagement qu'on fait en particulier à ce moment-là. Donc, il y a aussi le mode attaque. Le mode d'attaque, là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'aussitôt qu'il y a des nouvelles pages qui sont en contexte, qui se font ajouter, lui, il va automatiquement là, faire les attaques, il va faire les scans qu'on va voir tantôt. Lui, il va les faire automatiquement ici. Il va tout faire ça proactivement sans même que vous lui demandez. Il va aller directement en mode attaque. Donc, ce mode-là, c'est bon, mais si votre scope ou votre contexte n'est pas bien défini, des fois, là, ça peut être, il peut être pas mal intrusif. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel, si on veut.
Maintenant, on va aller voir les fonctions, les différentes fonctions là, qu'on a vraiment disponibles Excuse-moi, il à n'y avait pas réserve. un quatrième mode. Il me semble quand tu avais mis. Oui, c'était le Standard, mode attaque. standard, le standard par rapport à. C'était. Je me Le souviens, moi, standard, la dernière oui, fois que tu peux y j'avais aller. joué, je me souviens qu'il y avait le passif puis l'actif. Le passif, dans le fond, tout ce qu'il permettait, c'est il inspecte les requêtes pour détecter si il voit des balises, genre t'as oublié de mettre du HTTPS ou t'as oublié des headers. Fait que dans ce temps-là, il n'est pas intrusif du tout. Il fait absolument rien à part que de regarder ce qui passe. Puis il y avait le mode actif que je crois que c'est le mode attaque. Par Oui, contre, ben, t'as les deux scanners, je vais en venir dans pas long. OK, Mais dans le fond, ça, c'est vraiment quand tu visites le site, là, qu'est-ce qui se passe automatisé un peu dans le derrière, là. Tu sais, dans le mode standard, là, tu pourrais arriver sur un site qui n'est pas en scope, là, puis tu pourrais arriver et faire une attaque dessus. Il te permet de le faire. Si je OK, le mets en mode protégé, en mode protected, je ne peux pas faire ces attaques-là parce qu'on n'est plus en scope. OK. Sur ça, c'est vraiment juste la façon que Zap opère. C'est pas vraiment au niveau des scans, mais je vais venir au scan là, que tu parlais. Là, c'est une bonne question. OK, merci. Donc, la première chose que je voulais aller là, vraiment, c'était le fameux Spider ici. Euh, donc, on peut l'accéder à partir d'ici ou on peut l'accéder là, en cliquant dans le menu contexte. On peut aller ici puis faire Spider. Dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va nous scanner notre application. Puis, pendant qu'il scanne, là, on parlait de scan actif puis passif. Vous voyez l'œil ici. Ça, c'est notre queue ou c'est là où ce que nos scans passifs vont, là, sont en parallèle, dans le fond, à qu'est-ce qu'on fait. Euh, donc, ils vont tous dans un queue, là, puis ils vont être processés un en arrière de l'autre. Là, vous voyez, ils montent parce que le site, il visite, le Spider visite plein de sites, puis il rajoute plein de choses dans le queue. Mais éventuellement, vous allez voir, le queue va descendre tranquillement à mesure que mon outil va scanner, là, mon Zap va scanner au travers des pages ou des demandes qu'il y a là, passivement. Donc, ça, c'est pas intrusif. Ça n'affecte pas nécessairement le site. Vous pouvez faire ça sur n'importe quel site. Ça n'est pas nécessairement considéré comme une attaque. Là. Ça regarde les requêtes qui passent entre le Z. On va voir en plus en détail tantôt, là, comme je disais. Mais vraiment, qu'est-ce que je voulais parler de? C'était le Spider. Euh, Puis, il y a deux formes de Spider. Il y a le Ajax, puis le régulier. Maintenant, le Ajax, là, qu'est-ce qui est différent entre les deux? Là, vous allez demander. Le Ajax, c'est plus nécessairement au niveau des API. Lui, il peut plus habile au niveau des API. Par contre, là, on ne dit pas d'utiliser un ou l'autre. On va utiliser les deux conjointement. Là, on veut utiliser les deux ensemble pour avoir une meilleur résultat, si on veut, là, avec nos crawls, euh, avec nos attaques Spider. Par défaut, Zap, il va aller là, jusqu'à une profondeur de 5 avec le Spider. Vous pouvez changer ça encore dans les options au niveau du Spider. Ici, on peut changer là, comment creux qu'on veut que notre Spider va. Là. On pourrait mettre à illimité, là, mais il y a des sites, des fois, là, on s'entend que ça peut prendre un bon bout de temps là, avant que ça finisse. Euh, donc, les développeurs nous recommandent 5, mais ça dépend c'est quoi ce que vous voulez. Puis, il y a différentes options comme vous voulez voir, là, comme vous pouvez voir au niveau du Spider. Euh, Peut-être ma fenêtre n'est pas tout à fait assez grande. Donc, on peut choisir là, un peu le nombre de minutes qu'on veut que le spider crawl. Ça, c'est plus comme si on fait des automations. On voudrait vraiment, là, si on veut, là,
plus configuré avec une précision, plus fine précision, un peu combien longtemps qu'on va attaquer sur un site, là, parce qu'on s'entend, là, on revient après une semaine, puis il y a 2 millions de choses dans le queue, c'est pas intéressant. Donc, c'est un peu pour limiter ces choses-là, pour avoir un peu plus un grain de raffinement, si on veut. Donc, il y a toutes ces options-là. Je ne vais pas nécessairement rentrer en détail là, de toutes les options, mais c'est les options qui s'offrent à nous autres. Il y a le niveau de parallélisme aussi, là, différents threads. Là, je pense qu'on décolle avec 2 threads ou moi j'ai mis 2 threads. Là, je pense mon laptop n'est pas tellement puissant, là, ce laptop ici que je fais la présentation dessus. Donc, 2 threads, c'est bon pour moi. Quand je le monte un peu plus, on dirait que ça vient trop intensif pour la petite machine. Maintenant, on va parler des scanners. Comme on a dit, là, il y avait le scanner passif, le scanner actif. Maintenant, scanner passif, on va commencer avec le passif. Vraiment, lui, on a un peu parlé d'eux. Il fait pas, il dérange pas nécessairement le site, il va pas faire d'attaque. Il va pas, vraiment, il analyse le code qui passe ou il analyse un peu les choses qui passent, puis il va vous dire, OK, ben, j'ai vu certaines vulnérabilités, puis ça va vous le dire dans la section alerte ici. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs alertes, c'est parce que notre site, là, il est vulnérable, là, pas à peu près. Là. Il y a plusieurs choses dessus. Si vous êtes familier avec JuShop, là, il y a plusieurs choses qu'il a détectées. Maintenant, les choses peuvent être vrai ou non, là, tout dépendant, là, il faut vraiment après ça aller voir manuellement pour faire certain là, que vraiment des choses qui sont vulnérables. T'sais, ici, on dit vulnérable à jQuery, mais ça dépend vraiment si on utilise une telle fonction dans jQuery. Une fois qu'on va dans les CVE, là, ça nous dit qu'il faut utiliser vraiment une fonction spécifique dans le code. Si le site n'utilise pas cette fonction-là, c'est un false positive. Donc, il faut vraiment faire attention avec ces choses-là. Ça ne veut pas nécessairement dire de qu'est-ce qu'on voit. C'est vraiment vulnérable, mais c'est bon de tester là, par après. C'est un bon indicateur ou un bon départ, si on veut. Maintenant, on va aller avec j'ai parlé un peu des alertes. Là. Je vais aller aux alertes tout de suite pendant que je suis dedans. Les alertes, là, dans le fond, on a les alertes à partir du scanner passif, du scanner actif. Il y a 4 niveaux d'alerte. On est à haut, médium, bas ou il y a 5 niveaux, là, je m'excuse. Il y a haut, médium, bas, il y a informationnel, puis des forces positives. Là, donc, si Zap est capable de déterminer là, que c'est vraiment force positive, il va nous le dire carrément, c'est un force positive. Perds pas ton temps avec ça. Maintenant, les alertes sont raisées des scanners. Ils peuvent être raisés par les scripts, des add-ons, ou manuellement, là, on peut aller dans le dialogue et dire, OK, bon, ben, sur cette page-ci, là, moi, j'ai vu cette alerte-ci, on peut arriver puis faire une alerte. Maintenant, les alertes, on n'est pas nécessairement obligé de prendre les alertes qui sont prédéfinies dans le système. On peut faire nos propres. C'est ça qui est la beauté de la chose. Là. Une fois que vous avez fait plusieurs engagements, vous allez découvrir des choses peut-être que Zap n'a pas nécessairement dans sa base de données. Donc, c'est une bonne chose de les ajouter. Quand vous les voyez par après, vous allez les trouver le plus facilement. Donc, Zap vous donne la possibilité, si vous voulez, de faire ces choses-là. Puis, la façon qu'il détecte les alertes, là, vraiment, c'est des regex, des regular expressions, qui est vraiment là. Tu vas puis tu dis quel texte qu'il cherche pour dans la requête, puis c'est un peu ça. Maintenant, ou dans la réponse, là, plutôt, là, pas nécessairement dans la requête, mais plus dans la réponse. Maintenant, pour le scanner actif, bon, je vais vous montrer là,
qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, on va dans l'attaque. C'est un peu comme le Spider, différentes façons de lâcher. Là. On, on peut aller au travers du Quick Start, il a ici, mais il a aussi là, au travers là, de Attack, puis on va dans Active Scan. Puis là, ça nous permet d'être un peu plus granuleux. Là où je parlais des contextes tantôt, là, si on veut avoir des contextes par défaut ou des contextes, différents contextes, mettons qu'on on a différents scopes sur le même engagement, on peut les définir ici. Donc, on pourrait arriver puis faire notre scan là, à partir de ça. Donc, je ne vais pas trop changer les options. Je vais garder les options par défaut. C'est peut-être une bonne chose que vous allez explorer les options, puis vous vérifiez un peu c'est quoi ce qu'il y a disponible à vous. Je comme je vous dis, là, Zeb vous permet vraiment d'être granuleux au travers des requêtes que vous faites. Là, ici, vous voyez, il y a une petite flamèche de feu ici dans la barre. Ça veut dire qu'on a notre Active Scan qui est en train de se faire. Je ne vais pas nécessairement le rester runner. Là, lui, il va prendre du jus dans mon background, puis peut-être qu'éventuellement, il va me couper. Là. J'ai eu des problèmes avec dans le passé pendant que je streamais, donc je ne vais pas le garder à attaquer pendant que. Parce qu'il fait plusieurs attaques. Là. On s'entend qu'il y a plusieurs attaques, puis ça rentre quand même assez creux au niveau là, euh, de qu'est-ce qui attaque. Maintenant, tu peux configurer le threshold pour voir là, dans ton Active Scan pour voir là, combien de fois que tu veux avoir la même alerte. Comme moi, vous voyez dans mon dossier d'alerte, juste celle-ci, je l'ai 10 fois. Celle-ci, je l'ai 256 fois. On peut dire à Zeb, là, OK, après tu la vois une fois, après tu la vois deux fois, là, je ne veux pas que tu continues à chercher pour parce que c'est une perte de temps. C'est probablement juste la même erreur que tu vois ailleurs. Fait, on n'est pas obligé de continuer si on veut là, de chercher. Donc, on peut être un peu plus granuleux dans nos recherches avec nos scanners. C'est ça la beauté de la chose. Maintenant, je vais parler un peu des add-ons. Parce que les add-ons sont vraiment, je vous dirais, s'il n'y a pas personne qui a de questions, là, je passerai au add-on. Si vous avez des questions, je peux peut-être répondre si quelqu'un a des questions. J'ai été un peu vite, là, je m'excuse. Parfait. Ben, s'il n'y a pas de questions à ce moment-là, je vais aller un peu avec les add-ons. Les add-ons, on les a disponibles au travers des petits blocs ici. Ça ressemble à des petits blocs quand on était enfant, là, trois couleurs. C'est pas mal cute. Donc, on clique ici, puis il y a pas mal de choses de disponibles. Ça, c'est tout ce que moi j'ai d'installer. Maintenant, il y en a encore plus. Là, on fait check update, puis ça nous donne, ça, c'est toutes les choses qui est disponible à nous autres. Maintenant, c'est bon à vérifier, là, puis voir c'est quoi les add-ons que vous aimez. On peut voir ici, là, de notre côté, on a les rules des scanners sont pour le active scanner puis le passive scanner sont en fait dans les add-ons. La raison ça a été fait, ça, c'est que ça nous permet de faire des mises à jour sans mettre à jour là, la ZAP au complet. Là. Les add-ons sont mis à jour plus comme un nightly fashion. Là, ça peut être mis à jour n'importe quel jour, tandis que Zap, lui, il a plus une cédule, un peu plus tous les mois, puis ce genre de choses-là. Donc, sans nécessairement updater Zap, on peut updater les rules. Des rules que je peux peut-être vous suggérer d'installer.
peut-être que ça va vous donner plus de false positive, mais c'est peut-être une bonne chose quand même d'installer. Là, c'est les beta et les alpha rules. Moi, je les aime bien. Ça me donne un petit peu plus de résultats, comme vous pouvez voir. Mais des fois, ça va me donner des résultats que les rules ordinaires ne me donneraient pas. Là. Autant bien là, dans le passive scanner que dans le active scanner. Maintenant, aussi, je veux parler là, de l'interface de scripting de Zaps. Là. Zap a vraiment une interface de scripting qui est vraiment assez vraiment puissant. Par défaut, là, ça supporte JavaScript puis Zest. Mais il y a des modules dans Zap pour ajouter là, langage là, Python, Ruby, puis il y a aussi Groovy. Pour ceux-là qui sont fans de Groovy, c'est pour ça. Moi, je suis pas un développeur Groovy, là, fait que c'est pour ça que je l'avais échappé, je m'excuse. Puis aussi, les scripts, il y a aussi des scripts disponibles là, par la communauté. Euh, Puis, ils peuvent être écrits dans différents langages. Là. Ça peut être Python, Ruby. C'est pas nécessairement dans Zest ou dans JavaScript. Là. La communauté fait des scripts dans un peu n'importe quel langage. Puis, les scripts sont bons, là, surtout au niveau des automations, pour trouver des fois des choses qui étaient un peu plus complexes, qui ont besoin un peu plus de manipulation. Là. Les scripts vont nous permettre de faire ça. Puis des fois, c'est pas pire parce que ça nous donne un point de vue comment est-ce que les autres gens vont faire les choses. Donc, je vous recommande d'aller voir aussi les scripts en ligne. Puis, un autre temps, là, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'automation. J'ai parlé un peu d'automation, mais dans le futur, j'aimerais rentrer plus à avoir une suite à cette présentation ici, plus au niveau de l'automation, puis vous présenter un peu plus le côté API, le côté command line, puis comment est-ce qu'on s'en sert là, pour faire des automations quand on va l'utiliser peut-être au niveau headless ou même avec l'interface, on peut quand même voir toutes les demandes qu'on fait avec les API, on peut quand même tout le voir au travers du desktop, le UI de desktop. Là. Maintenant, on a aussi une attaque on a le Force Browse. Puis, dans le fond, là, qu'est-ce que c'est ça? C'est un directory fuzzer, là. C'est juste pour. C'est bâti sur le code de Deerbuster, dans le fond. Ça partage le même code. Puis, ça utilise des listes qui ont été là, bâties directement dans Zap. Donc, quand on launch le Force Browse, là, ça fait un peu là, un Deerbuster dans le background. C'est un peu ça qui se passe. J'ai peut-être pas launché le bon. Il n'a pas l'air d'être trop actif celui-là. Ah, OK. Donc, dans le fond, ouais, comme je vous ai dit, là, ça fait une couple de mois, je ne l'ai pas utilisé. Là, donc, au niveau, là, on peut choisir les listes qui sont prédéfinies avec Zap. Moi, j'ai pas installé les autres listes. Là, ils sont dans les add-ons. Je ne les ai pas installés, mais mettons qu'on run là, la Directory 1, là, on peut faire appeler. Puis là, ça va faire le, 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 le Spider ou le Deerbuster, si vous voulez. Ça va chercher un peu tous les folders. Puis, l'autre outil qu'on a aussi à Zap, c'est le fuzzing. Donc, si on va là, à notre Juice Shop, on va dans notre compte, puis il nous demande pour login. Mettons, on va essayer de mettre un email. Pour une raison ou pour une autre, mes doigts veulent tout le temps toucher le cap lock. Parfait. Donc, on fait un login. Puis,
Maintenant, si on va dans Zap, on devrait voir notre demande qu'on a fait. Ah, peut-être pas, parce que là, on est en train de faire pas mal de choses. Je vais juste arrêter le Deerbuster, puis arrêter le scan. Parce que dans le fond, je vais avoir de la difficulté à. Je vais juste vérifier s'il y en a juste un. OK, lui, il ne fonctionne pas. Lui, il ne fonctionne pas. Parfait. Donc, je vais aller de nouveau. Ici, c'est de login. Puis, si je reviens à mon Zap, dans mon historique, je vais voir ma demande de login. Maintenant, si je veux faire un fuzz, je vais aller à fuzz. Puis, ça, c'est un peu la name, fenêtre, tout ce que tu vas choisir, tes fields que tu veux ajouter. Maintenant, tu peux mettre des strings. Tu pourrais importer d'un fichier. Si tu veux importer d'un fichier tes seclists, tes directory 2.3, medium 2.3 ou small ou big, tu pourrais le faire avec ça. Tu as des file fuzzers qui sont directement bâtis dans Zap. On voit la directory list qu'il y avait tantôt. Elle est bâtie dedans, mais je n'ai pas installé d'autres dans Zap. J'aurais pu en installer d'autres, mais j'aime garder Zap quand même assez lightweight quand je travaille avec ça. Puis, on peut mettre des numéros, on peut aller avec des regex ou on peut même loader des scripts. Donc, on pourrait loader un bash script ou un Python ou peu importe pour bâtir notre payload à chaque fois. Puis, dans le fond, quand tu ajoutes, mettons, j'ajoute différentes attaques, différents fields, je vais mettre lui, je vais juste mettre. Ça n'a pas vraiment d'importance, c'est quoi ce qu'on ajoute. Je veux juste vous montrer. Mettons, j'ai deux fields où ce que je veux guesser, je vais essayer de brute forcer le username puis le password. Je peux lui forcer à avoir différentes payloads, si on veut, différentes targets, le username, password, email dans notre cas. Puis quand on fait start, ben, ça fait qu'est-ce qu'on expecte. Dans le fond, ça fait le brute force. On peut faire ça pour des cookies. On peut faire ça pour différentes choses. Là, on peut fuzzer un peu. N'importe quoi ce qu'on peut fuzzer. C'est un peu la même chose qu'avec WFuzz. Zap va nous permettre de faire la même chose. Maintenant, on n'a pas vu si on veut refaire des requêtes. Maintenant, mettons, cette requête-ci, on veut la refaire, on veut faire un replay, on aimerait essayer quelque chose. Bon, on peut cliquer ici, aller dans Open Send, puis avec le Request Editor. Dans le fond, là, c'est notre. Dans Burp, c'est notre repeater. Donc, on peut arriver et envoyer notre demande de même. Il va nous dire que notre username, password est pas bon. On peut changer. On peut changer nos choses. C'est un peu comme le repeater, si on veut, dans Burp. Le fuzzer, c'est un peu comme le intruder dans Burp. Maintenant, le interceptor, ça serait plus au niveau du bouton ici. Donc, si je mets le bouton rouge, puis je vais dans mon Juice Shop, puis je clique sur un bouton, ça n'a pas d'importance. On revient dans notre WASP, dans notre Zap, puis il y a ce break ici qui apparaît là. Là, on pourrait changer notre demande. On pourrait, là, tu vois, on demande la quantité, mais on pourrait changer n'importe quoi là, avant de l'envoyer. Puis, on a deux possibilités.
Maintenant, c'est là avec Burp qu'on pourrait faire là, intercepter la réponse, mais avec Zap, on ferait juste là, submit, puis step to next request response. Dans le fond, ça nous emportera à la réponse. Si on fait submit and continue to next breakpoint, dans le fond, lui, ça va nous emporter complètement là, après, ça va sauter par-dessus la réponse. Fait que si on fait ça ici, on voit la réponse, on pourrait altérer la réponse si on veut là, avant de l'afficher dans notre navigateur. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe là, si on veut comparer avec Burp, c'est les grosses fonctions là, de Burp, ça serait ça. Maintenant, au niveau des fonctions additionnelles, là, c'est peut-être vous demander, on a déjà peut-être vu ces fonctions-là, mais tu sais, ouais, là, je suis en train de dire qu'est-ce que je viens de voir. Je m'excuse, j'ai bâti la présentation en anglais, puis là, je traduis un peu en y allant, là, donc je me mêle un peu dans mes choses. Il y a des choses que je dis un peu en... Il y a une chose que je ne vous ai pas vraiment montrée à date, puis la prochaine chose que j'aimerais montrer, c'est vraiment OAST, le OAST. Dans le fond, ça serait l'équivalent du Burp Collaborator. Euh, Vous êtes chanceux parce que la première fois que j'ai fait sa présentation, là, je ne savais pas comment ça marchait. Puis là, depuis ce temps-là, je me suis renseigné, puis je me suis dit que ça serait une bonne chose de vous présenter comment ça fonctionne. C'est une fonction qui est encore en alpha. On a différentes interfaces là, qui se présentent à nous autres. Moi, je vais vous montrer au travers de Boast. Je pense que pour moi, ça a fonctionné. Là, donc, sinon, là, il y a quand même le callback, que vous pouvez avoir votre propre serveur là, que vous pouvez configurer, là, vraiment, être vraiment, vraiment granuleux. Là, si vous avez, admettons, vous travaillez sur un engagement, puis le client ne vous permet pas de sortir de leur réseau, vous pouvez monter une box là, sur son réseau, puis utiliser ça pour faire des callbacks, là, puis faire votre propre collaborator, si vous voulez. Sinon, on peut utiliser Boast, qui est built-in là, directement dans Zap, ou Interact, qui est directement aussi là, dans, dans Zap. Maintenant, vous allez demander comment est-ce qu'on fait. C'est simple, on fait juste cliquer sur Register. Ça nous donne ce site. Puis, on peut juste là, on peut le copier. Si on va dans notre navigateur, puis on rouvre cette demande-là. Là, vous voyez, on avait mis, qu'est-ce qu'on avait mis comme payload? Moi, je l'avais resté au défaut. Fait que le canari, c'est ça que ça nous affiche. Mais si on va dans Zap, parce qu'un coup qu'on a register, ça nous fait notre URL. Puis dans Zap, si on clique le plus ici, puis on va dans OAST, c'est là qu'on va voir nos requêtes. Là. Je vais faire une autre demande. OK. C'est que ça refresh, là, c'est un peu comme Burp, ça refresh à tous les temps de temps. Si on fait pull now, ça fait un fast refresh, là, ça va refresher tout de suite. Donc, on peut voir le DNS request qu'on a fait. On peut voir différentes choses. Là. On pourrait faire des DNS requests sur des subdomaines là-dessus. On pourrait faire des différentes demandes web. Puis, dans le fond, là, on verrait nos demandes. On peut s'en servir pour sortir du data comme un cookie ou des choses de même, là, du data en B64. On pourrait s'en sortir pour sortir d'un serveur à partir de là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant comme fonction. C'est vraiment juste disponible dans le 2.11. Ça a été sorti, la fonction est nouvelle depuis le mois d'août. Je vous dirais, moi, j'ai appris au mois de septembre ou octobre
que la fonction utilisait. J'ai juste pas eu le temps de mettre du temps là, pour l'apprendre jusqu'à récemment. Donc, je suis content de pouvoir vous présenter ça. Là. C'est quand même intéressant parce que c'est des fonctions qu'on pensait qu'il fallait payer là, quand même un bon coup d'argent. Pour des professionnels qui gagnent un bon salaire, peut-être que c'est pas important le nombre d'argent qu'il faut payer pour d'autres solutions là, qui fait la même chose. Mais pour un gars qui commence juste ou quelqu'un qui est juste en train d'étudier, ça lui donne l'option. On a l'option maintenant de faire gratuitement ce que les autres font là, dans les grosses ligues, si on veut. Maintenant, il y a aussi la fonction des rapports. La fonction des rapports, s'il y en a de vous autres qui est familier avec les rapports, les anciens rapports de ZAP, vous savez peut-être que c'était dû là, longtemps passé, là, c'était dû d'être fait. Dans le fond, là, ça c'est arrivé. C'est arrivé là, dans ZAP 2.10, c'était disponible comme un add-on. Mais depuis ZAP 2.11, on a complètement enlevé l'ancien moteur de rapport, puis on a remplacé ça avec le nouveau modèle. L'ancien modèle, là, je ne sais pas si vous le savez, ça datait de Peros. Que ZAP est bâti, si on veut, là, le code de ZAP a été bâti dessus. Donc, on parle de très, très longtemps passé. C'était vraiment overdue. Maintenant, les rapports vous permettent vraiment d'aller choisir exactement c'est quoi ce que vous voulez avoir comme rapport. Si vous voulez avoir un rapport HTML, il y a vraiment plus d'options. Puis, en plus de toutes ces options-là, ça nous permet de faire ces template-based. Donc, ça nous permet de faire nos propres templates. Donc, vous voyez des thèmes. Si vous avez, mettons, un thème pour une compagnie en particulier, vous pouvez mettre ça en effet, puis créer vos propres templates. C'est ça qui est ce nouveau moteur-là. Et c'est sûr que ça ne remplace jamais le rapport fait par l'humain, mais ça peut être une bonne addition à votre rapport que vous allez inclure pour votre client sur des engagements de pentest. Donc, je trouve que c'est une bonne addition. C'est vraiment. Puis encore, là, ça vous permet, là, on voit le thème là, c'est vraiment d'avoir là, des options qui nous permettent de faire des choses qui sont vraiment granuleuses, vraiment. Euh, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut là, à un niveau précis, là, si on veut, avec Zap. Donc, c'est un peu ça. La seule chose que moi, j'ai remarqué, si vous voulez, là, si on veut comparer un peu Zap avec Burp, là, pour finir, là, la seule chose vraiment, moi, j'ai remarqué, c'est quand on va faire comme du request smuggling. Quand on joue avec les headers, on dirait que Zap n'est pas toujours d'accord avec nous autres. Là, si qu'on va, admettons, même pas nécessairement au niveau du request smuggling, mais ça peut être du poisoning aussi. Là. Zap n'est pas toujours d'accord si on n'est pas standard dans nos headers. Zap et comme là, il me laissait passer, mais si on peut voir, là, il a corrigé quand même mon header. Euh, tu sais, on a l'option avec le content length. Je pourrais mettre le mauvais content length, ça va le corriger aussi, mais j'ai l'option avec le content length que je peux l'enlever la correction. Là, ça serait le fun si que. J'essaie de le trouver, là, je sais qu'il est ici, à quelque part ici. Donc, si je mettrais un content length qui est mauvais, mettons, là, ça me permet quand même de l'envoyer à ce moment-ci, même si que, dans le fond, il n'y a rien dans mon contenu. Mais si j'active l'option, ça me permet ça va le corriger. J'aimerais que ça apparaisse l'option là, pour envoyer des headers qui sont mal formés ou comme un header qu'on va mettre un espace dedans ou quelque chose. Là. Il fait ce genre de choses-là, il va timer out, puis il n'est pas vraiment content là, quand on manipule nos headers. Je ne sais pas si que je, je, je parle de temps en temps, là, Simon Bennett, de temps en temps, on est en contact, mais je ne sais pas si ça pourrait peut-être là, une chose qu'on pourrait inventer ou ajouter juste un petit bouton ici qu'on pourrait peut-être là,
empêcher Zap de vouloir formater ou d'interpréter nos headers. Ça nous permettrait de faire du poisoning puis du request du request smuggling un peu plus efficacement avec l'outil. Là. Sinon, là, je vous dirais, l'outil fait pas mal tout qu'est-ce que l'autre outil nous permet de faire. Puis même avec un niveau de granularité là, un peu plus exceptionnel, là, on le compare avec des, des fonctions qui sont payantes, là, même quand on parle au niveau de l'automation là, qu'on peut faire à Bazap, on est rendu, là, on parle plus de burp professionnel, on parle plus de, comme enterprise, là, fait qu'on le compare avec pour un outil qui est quand même gratuit, qui est disponible à tout le monde, là, les nouveaux, je trouve que c'est quand même assez puissant comme outil, là. C'est sûr qu'il y a il y a des petites choses qui pourraient être améliorées, mais c'est comme toute chose, là, c'est vraiment un outil qui est quand même assez puissant. Moi, je l'aime bien. Hein. En temps normal, c'est mon outil favori à utiliser. Dernier mois, là, je ne vais pas vous cacher, j'ai utilisé Burp. Puis c'est juste parce que j'étais absolument pas trop familier avec Burp. Puis il faut que je me pratique pour mon BSCP. Donc, j'aurais pas pu me présenter avec mon BSCP, avec mon Zap, parce que c'est ça, les autres, ils permettent juste là, le OAuth de leur domaine, de leur collaborator. Fait que mon O10.eu n'aurait pas fonctionné sur leur site. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est un peu zap. Là, comme je vous dis, j'aimerais avoir un follow-up qui va suivre là, pour présenter un peu plus l'automation. Peut-être si la communauté a peut-être des questions là, sur des choses que j'ai peut-être pas assez bien couvert ou pas assez en détail, là, ça serait le fun de réviser. Là.